Voici un crime qui a choqué le pays le plus paisible du monde. Et ne vous fiez pas seulement à ma parole, selon l'indice mondial de la paix 2025, l'Islande occupe la première place dans le monde entier pour son faible taux de criminalité et sa tranquillité. C'est précisément ce qui rend son crime si choquant, car personne n'aurait pu s'attendre à un tel niveau de brutalité ce jour-là. Et le meurtrier a laissé derrière lui des indices qui semblaient anodins à l'époque, mais avec le recul, ils n'étaient que les miettes laissées pour quelque chose de bien plus sinistre. Laissez-moi vous ramener à cette année-là, 2010. Nous sommes le 15 août à Reykjavik, en Islande, et une femme de 23 ans nommée Hild s'apprête à faire une découverte qui la hantera pour le reste de sa vie. La nuit précédente a été mouvementée, pour ainsi dire, et ce matin, elle se rend chez son fiancé. Les deux sont très proches et bien connus dans le quartier. Lorsqu'elle utilise sa clé et entre, ce qu'elle découvre en haut de l'escalier est une image qui, malheureusement, la hantera pour le reste de sa vie. Son fiancé, Hans Forge Helkason, âgé de 37 ans, est allongé complètement nu et couvert de sang. 19 coups de couteau et lacérations ont été découverts sur tout son corps. Les premiers intervenants ont peut-être eu du mal à déterminer certains détails, mais beaucoup ont convenu qu'il s'agissait de la scène de crime la plus brutale qu'ils aient jamais vue. Mais revenons en arrière. Comment en sommes-nous arrivés là ? La veille au soir, le samedi 14 août, avait commencé de façon tout à fait normale. Hans est allé chercher Hilder pour une fête de famille à Vogar. Vers 2 heures du matin, Hans a conduit Hilder au centre-ville de Reykjavik pour qu'elle puisse retrouver d'autres amis et poursuivre sa soirée. Hans, lui, voulait simplement aller se coucher. Alors il est rentré chez lui pendant que Hilder restait en ville et continuait à faire la tournée des bars avec des amis, visitant différents établissements, comme le célèbre Café Amsterdam. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Le lendemain matin, Hilder n'avait aucun souvenir de la suite des événements. Elle s'est réveillée à 11 heures du matin dans un endroit étrange. Et à mesure que les choses devenaient plus claires, elle a reconnu que c'était la maison d'une amie d'enfance. Elle avait fait la tournée des bars avec une amie, mais ne se souvenait pas comment elle était arrivée là. Elle était catégorique. Elle n'avait bu que 2 verres la nuit dernière, et maintenant elle se demandait si elle n'avait pas plutôt été droguée. Que aurait-il pu lui arriver d'autre si elle avait été droguée ? Une possibilité qu'elle refusait d'envisager. Elle a confronté son ami. Pourquoi ne l'avait-il pas raccompagné chez elle au lieu de l'emmener chez lui ? Son ami a été surpris par son ton et ses questions. Mais il a expliqué qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool et qu'il ne voulait pas aller trop loin. Donc au lieu de la ramener chez son fiancé, il l'a emmenée chez lui. Il a dit qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, elle était tellement ivre qu'il a dû la soutenir en la faisant entrer. En écoutant cette histoire, Hildur panique. Elle s'inquiète de ce que son fiancé va penser, car elle n'est pas rentrée chez elle et a passé la nuit chez un homme. Craignant que son fiancé soit en colère, elle l'appelle une première fois, puis encore, mais à chaque fois, il ne répond pas. Maintenant, elle pense vraiment qu'il est fâché et elle n'a pas d'autre choix que d'y aller immédiatement avec ce même ami pour l'y conduire. Lorsqu'elle arrive, son ami propose d'entrer avec elle pour aider à dissiper tout malentendu potentiel entre elle et son fiancé et désamorcer la situation. Hilda refuse, disant à son ami que cela ne ferait qu'empirer la situation si son fiancé la voit avec lui. Et lorsqu'elle est entrée dans la maison, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé voir son fiancé bien-aimé si brutalement poignardé, presque massacré. Les preuves médico-légales ont indiqué que Hans avait été attaqué pendant son sommeil. Il a été retrouvé allongé dans le couloir menant à sa chambre, avec 19 coups de couteau, principalement concentrés sur son cou, son dos, son visage, ses bras et ses mains. Les blessures de défense racontent l'histoire d'un homme qui s'est réveillé sous l'attaque et qui s'est battu désespérément pour sa vie. Les blessures et la rage évidente dans l'attaque montrent que la personne qui a fait cela l'a fait avec haine et une extrême violence. Il n'y a aucun signe d'effraction, mais une porte a été retrouvée déverrouillée. Le coupable est probablement entré par là, et il ne pense pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison au moment du crime. La nouvelle choque l'Islande alors qu'elle se propage. Plus de 40 policiers sont affectés à l'affaire.
Tous les grands médias couvrent ce qui deviendra l'une des affaires les plus sensationnelles de l'histoire islandaise. Qui aurait pu faire ça? La police a commencé à creuser dans le passé de Haynes, essayant de découvrir qui il était vraiment. Haynes avait l'air d'un homme accompli en surface. Il était le directeur général d'une entreprise de confiserie appelée Goa, appartenant à son père, et il possédait également plusieurs franchises KFC en Lituanie. Selon les gens, il était aimé. Personne n'avait de reproches à lui faire, et la plupart le décrivaient comme un gars vraiment sympa, toujours prêt à aider, avec des amis de tous horizons. Mais au fil de l'enquête approfondie des enquêteurs, ils ont réalisé que l'entourage de Haynes n'était pas aussi intègre qu'il le semblait. Le premier suspect est apparu assez rapidement, un collecteur de dettes dont Haynes aurait eu peur. Dans un petit pays comme l'Islande, le recouvrement de dettes n'est pas seulement une affaire, ça devient personnel. Et ce type-là, il avait la réputation d'être plutôt agressif. Ensuite, il y avait l'autre nom. Un homme avec qui Haynes avait eu un sérieux conflit à propos d'une affaire internationale, un gros différend financier. De plus, Haynes avait des liens avec la Lituanie, d'où il venait tout juste de rentrer. Il était également père d'un enfant né d'une relation antérieure. Vivant en Islande, il avait à peine le temps de voir son enfant. Les récentes nouvelles concernant l'arrestation de l'un de ses partenaires commerciaux en Lituanie pour possession de drogue ont également suscité de l'intérêt. Soudain, l'affaire a pris une ampleur considérable. Ce n'était pas un simple coup de couteau aléatoire. Est-ce que Haynes aurait pu être impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux, comme des cartels de drogue? Le manque de détails fournis par les médias islandais a entraîné de folles spéculations. Les journalistes et les médias publiaient toutes sortes de contenus. Les spéculations allaient bon train. Ils pensaient peut-être que l'affaire n'avançait pas, mais en coulisses, la police travaillait d'arrache-pied, discrètement dans l'ombre. Ils travaillaient sans relâche, analysant minutieusement les données de l'ordinateur et du téléphone de Haynes, reconstituant le puzzle progressivement. Une empreinte de chaussure ensanglantée a été trouvée près du lit de Haynes sur la scène du crime, selon les preuves médico-légales. Il la photographie et l'envoie à l'étranger pour analyse. Le 25 août, un appel arrive de la police allemande. L'empreinte de chaussure a été identifiée. Elle correspond à une basket Adidas Barak, et seulement quelques-unes ont été vendues en Islande, et celle-ci a été achetée localement. Il y avait aussi l'affaire du tueur en question. La police suppose que l'auteur du crime connaissait la maison de Haynes et l'agencement de la chambre. Peut-être était-il déjà entré auparavant. Le profil du meurtrier a été modifié pour correspondre à une personne proche de Hans. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert une vidéo YouTube. C'était en 2010 et YouTube n'existait que depuis 5 ans. L'idée que quelqu'un puisse documenter son obsession en ligne puis commettre un acte aussi horrible était presque impensable. Et publié plus d'1 an avant le crime par quelqu'un que Hilder, la fiancée de Hans, connaissait très bien. Son ami d'enfance, Gunnar Runar Sigurðsson, l'ami qu'il avait raccompagné chez elle ce soir-là. Le même ami chez qui elle s'était réveillée, sans aucun souvenir de comment elle était arrivée là. Laissez-moi vous lire exactement ce que Gunnar a dit dans cette vidéo. Salut, cette vidéo est pour Hildur. C'est difficile à dire pour moi car je suis extrêmement timide. Mais Hildur est une vieillite avec qui je sors presque tous les week-ends et elle est sans aucun doute la personne la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. À ce stade, sa déclaration d'amour en ligne semble mignonne, mais écoutez la suite. Je suis devenu incroyablement heureux rien qu'en étant près d'elle. C'est tout ce qu'il faut et ceci t'est destiné. Parce que je crois que je suis tombé amoureux de toi. Je sais que ce sera sûrement assez dur pour toi. Tu as l'air d'avoir eu des problèmes avec des mecs dans le passé. Le message entre dans tout ce délire de chevalier blanc, tu vois, comme s'il était le seul à pouvoir la voir, la comprendre, et qu'il était le bon pour elle. Et puis, ça devient un peu personnel quand il dit « Je sais que tu es en train de te remettre d'une situation plutôt malheureuse avec un de tes ex. Je sais que tu n'aimes pas en parler, mais je voulais juste te dire que je suis là pour toi. » Le problème avec tout ça, c'est que Hildur sort joyeusement avec Hans, et Gunnar s'est inventé tout un scénario dans sa tête où elle a besoin d'être sauvée, et où il est le seul à pouvoir faire ça pour elle. Et il en rajoute une couche en dissipant tout doute en disant « Et je te le dis, je suis complètement sobre, donc je n'ai aucune excuse pour nier cela. Je t'aime. » Ce n'était pas une douce déclaration d'amour. C'était un manifeste de possession. Et au début, beaucoup de gens en ligne ont exprimé leur soutien à Gunnar, voyant cela comme une tentative maladroite mais inoffensive. Mais
Hildur a vu les choses telles qu'elles étaient vraiment. Elle lui a clairement fait comprendre qu'elle était heureuse en couple avec Hans et que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Elle a cessé de parler à Gunnar un moment. Il s'est finalement excusé et ils ont renoué leur amitié. Ce que Hildur ne savait pas, c'est que l'obsession de Gunnar n'avait pas pris fin. Elle s'était simplement dissimulée. Né le 15 mars 1987, Gunnar avait vécu un traumatisme qui allait marquer toute sa vie. Lorsqu'il n'avait que 9 ans, son père s'est suicidé par balle et il a fait cela devant Gunnar et d'autres membres de la famille. Ce traumatisme a laissé Gunnar socialement isolé pendant la majeure partie de sa vie, refusant souvent d'admettre ou de croire que son père était parti. Il vivait dans un monde imaginaire où son père était toujours en vie et allait revenir. Cette isolation a continué jusqu'à ce qu'il rencontre Hildur à l'école primaire. Au début, ils étaient amis, mais ils se sont éloignés jusqu'à ce qu'un jour, plus tard, ils recommencent à traîner ensemble en grandissant, et c'est à ce moment-là que Gunnar a développé son obsession. Mais à nouveau, Hildur était avec Hans. Gunnar ne pouvait accepter cette réalité. Le 25 mars 2009, plus d'un an avant le crime, lorsque Gunnar a créé cette chaîne YouTube et mis en ligne cette vidéo de confession, il croyait que c'était la fin. Mais quand Hildur l'a rejeté, quelque chose s'est brisé en lui. Il a commencé à exécuter cette vengeance dans sa propre tête, encore et encore, où il éliminerait Gunnar non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il libérait Hildur de son seul véritable amour, qui était lui-même. Plus tard, la police a amené Gunnar pour l'interroger. Lorsqu'ils ont fouillé cette voiture, ils ont trouvé des traces de taches rouges dans le coffre, mais Gunnar a d'abord nié toute implication. Néanmoins, son attitude a semblé suspecte aux enquêteurs. Après le départ des détectives, il a interrogé le garde sur les preuves que la police détenait contre lui. Il a été décrit comme dépourvu d'émotion, sans chagrin, ni tristesse pour Hans, même s'il le connaissait et qu'ils étaient en quelque sorte amis. À l'époque, la police l'a gardé pendant 24 heures, mais faute de preuves, ils ont dû le relâcher. Mais vous vous souvenez de cette empreinte de chaussure, et, un peu comme une version sombre et tordue de l'histoire de Cendrillon, lorsque la police a comparé cette empreinte sanglante à la chaussure prise à Gunnar lors de son arrestation, c'était une correspondance parfaite. Ces chaussures semblaient propres à l'œil nu. Mais dès que du luminol a été appliqué sur les semelles, elles se sont mises à briller. Confirmation qu'il avait marché dans du sang et nettoyé les chaussures par la suite. Lors de sa deuxième arrestation, confronté aux preuves, Gunnar a avoué. Et ce qu'il a révélé était peut-être encore plus troublant que le crime lui-même. Il s'est dit étonné d'être devenu si rapidement un suspect. Gunnar préparait ça depuis des mois, pensant avoir été prudent depuis qu'il avait vu cette vidéo sur YouTube. Il a étudié des émissions policières, notamment Les Experts, pour apprendre à éviter de se faire attraper. Durant l'interrogatoire, son réel état d'esprit s'est dévoilé. « J'aimais Hildur. Elle était destinée à être avec moi, pas avec lui. » Ce n'était pas de l'amour, mais de la possession. La planification était approfondie et méthodique. Gunnar a volé des gants en latex, un couteau, une cagoule qu'il gardait dans le coffre de sa voiture. Il a même fabriqué des couvre-chaussures avec des sacs poubelles, une idée tout droit sortie des experts. Pourquoi ces empreintes sont-elles restées sur place? Le sac s'est déchiré pendant sa marche. Et comment exactement a-t-il commis ce crime? Aux alentours de minuit, il a garé sa voiture devant une supérette et a fait le tour du quartier, un couteau à la main, réfléchissant à ce qu'il s'apprêtait à faire. Ce n'était pas la première fois. Gunnar a admis qu'il pensait à tuer Hans depuis un certain temps, mais qu'il s'était retenu à chaque fois. Cependant, sa planification était de plus en plus détaillée, et cette nuit-là, il s'est encore retenu. Au lieu de passer à l'acte, il est allé en centre-ville et a pris un verre. Mais voici la partie tordue. Il a fini par boire à nouveau avec Hildur, la femme dont il était obsédé. Parce qu'elle s'est enivrée et parce qu'il l'a ramenée chez lui, quelque chose de sombre s'est déclenché en lui. Il s'est rendu compte que c'était l'occasion parfaite. C'était le destin. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il avait planifié tout ce temps, et c'était le moment de vérité. Il s'est rendu compte qu'il avait tout préparé dans sa voiture, un peu comme Dexter et sa trousse de meurtre, et donc cela devait être le moment parfait. Alors, Gunnar s'est rendu chez Hans pendant que Hildur était décédé chez lui. Il a mis ses gants en latex, un bonnet en peau de mouton, puis un grand manteau. Il a parcouru les derniers mètres, avançant à pas mesurer avec son couteau à la main. Mais il savait que le moment était venu. Et il savait que la porte latérale était toujours déverrouillée.
et c'est ainsi qu'il est entré dans la chambre où Hans dormait seul. Gunnar a dit être resté debout plusieurs minutes au-dessus de Hans avant de l'attaquer. Plusieurs minutes, simplement à le regarder dormir. Il a dit qu'il attendait que quelqu'un vienne l'arrêter, n'importe qui, même Dieu, pour intervenir. Mais personne n'est venu. Gunnar a ressenti que c'était le destin, qu'il avait fait son choix et que le destin avait choisi pour lui. Pendant l'attaque, il a poignardé Hans à plusieurs reprises, dans la poitrine, le dos et les mains, jusqu'à ce que le couteau perce son cœur, ses poumons et ses reins. Puis il l'a encore poignardé, juste pour être sûr. Après l'attaque brutale, Gunnar est sorti en courant, a enlevé son manteau, ses gants et ses couvre-chaussures, a tout mis dans un sac en plastique avec le couteau et a jeté le tout dans le port. Il est ensuite rentré chez lui en voiture, où Hildur dormait encore. Et voici l'un des détails les plus troublants. Il a embrassé Hildur sur les lèvres avant d'aller dormir sur le canapé. Il a tout fait pour elle et maintenant elle était enfin à lui. C'est une sorte de moment psychotique. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi cela ressemble. C'est en partie American Psycho, en partie quelque chose de totalement différent, mais c'est une histoire vraie. Le soir suivant, lorsque la nouvelle est tombée que Hans avait été retrouvé, la réaction de Gunnar a été étonnamment désinvolte. Il a prévenu son travail par email qu'il était malade, puis s'est mis à jouer aux jeux vidéo pour se changer les idées. Interrogé par la police sur Hans, Gunnar a avoué que malgré sa sympathie pour lui, la jalousie l'avait poussé à vouloir l'éliminer, selon ses propres mots. En bref, il n'éprouvait pas de haine envers Hans. Il le voyait simplement comme un obstacle. Et quand Hildur a entendu l'aveu, elle a été sous le choc et s'est complètement effondrée. C'était son ami depuis l'école primaire. Un gars très solitaire, innocent mais correct, disait-elle à l'époque. Et le plus triste dans toute cette affaire, c'est que Hans savait que Gunnar était obsédé par sa petite amie et il avait pitié de lui. Il avait même suggéré que Gunnar traîne avec eux pour qu'il ne se sente pas aussi seul. Hans a toujours été gentil avec Gunnar parce qu'il avait pitié de lui. Par conséquent, c'était une trahison non pas d'une, mais de 2 personnes, et elle était enfin complète. Lorsque l'affaire a finalement été portée devant le tribunal, l'attention s'est portée sur l'état mental de Gunnar. Existait-il une défense pouvant justifier les événements passés ? Et en effet, la défense a évoqué le traumatisme de Gunnar, qui avait vu son père s'automutiler devant tout le monde, ce qui a fracturé sa psyché et l'a rendu vulnérable et enfantin. Ils ont dit qu'il ne raisonnait pas correctement. Ils ont dit qu'il souffrait de troubles de la personnalité multiple et de ce qu'ils appellent la maladie d'amour. L'évaluation psychiatrique a diagnostiqué une schizophrénie chez lui. Le 1er mars 2011, Gunnar a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale et condamné à une institution psychiatrique. Mais la famille de Hans était outrée. Ils ont qualifié d'absolument inacceptable que la vie de Hans soit considérée comme sans valeur, tandis qu'un tueur de sang-froid s'en sortait après avoir planifié le meurtre pendant près d'1 an et le parquet n'a pas laissé tomber l'affaire. Ils ont fait appel devant la Cour suprême d'Islande le 13 octobre 2011. La décision a été annulée. Gunnar a été reconnu coupable et condamné à 16 ans de prison. La Cour suprême a tranché. Malgré ses troubles mentaux, Gunnar restait maître de ses actes. Des mois de planification minutieuse ont montré qu'il comprenait les conséquences. De plus, au moment du premier procès, ses sentiments obsessionnels pour Hildur avaient disparu. S'il souffrait vraiment de chagrin d'amour, comme cela a été avancé, ses sentiments auraient dû durer. La préparation minutieuse de Gunnar et la durée de sa planification ont montré une intention déterminée d'éliminer Hans. Et c'est aussi ce que croit la famille de Hans Helgason. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En juillet 2019, Gunnar a de nouveau fait la une des médias islandais. Même s'il n'avait pas purgé les 2/3 habituels de sa peine, il a bénéficié d'une libération surveillée. Et comment les gens l'ont-ils découvert ? Parce qu'il avait créé un compte Tinder. Un meurtrier condamné était de nouveau présent sur les applications de rencontres. Aujourd'hui, Gunnar vit dans une maison de transition sous surveillance et il travaille pour la Croix-Rouge islandaise. Il refuse les interviews et n'est jamais revenu sur YouTube. Hans Georg Helgason n'avait que 37 ans lorsque sa vie a été tragiquement écourtée. Un homme d'affaires accompli, un fiancé aimant et un homme assez gentil même envers celui qui finirait par le trahir. Oh,
Et il n'y avait aucune preuve suggérant que Hilder était sous influence, à part les 2 verres qu'elle aurait soi-disant bu, mais j'en doute fortement. Le fait qu'elle ait dormi profondément pendant toute la durée du crime suggère probablement qu'elle a été droguée, mais malheureusement, je n'ai trouvé aucune preuve à ce sujet. Malheureusement, il y a une triste leçon à tirer de ce fait divers. C'est peut-être un traumatisme d'enfance, mais en vérité, c'est une obsession. Et lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut mener à certains des pires résultats, parfois au détriment de personnes totalement innocentes. La vidéo YouTube de Gunnar n'était pas une déclaration d'amour. C'était une piste numérique menant directement à un crime horrible. Alors, que penses-tu du système judiciaire islandais? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour être averti quand de nouvelles histoires sortent. Prenez soin de vous, Victor vous dit au revoir.